BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Julie, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et Axel Bott qui complète ce trio stratégiste d'Ostrom Asset Management. Axel, bonsoir. Bonsoir. Bon, on a vu que Donald Trump était très en forme au lendemain des élections de mi-mandat. Julie Jourdan, il a passé en revue toute la presse présidentielle. Il les a fusillés les uns après les autres, et notamment le représentant de CNN, un journaliste phare quand même de la presse présidentielle, Jim Acosta, avec une passe d'armes quand même. On a l'habitude de cette passe d'armes entre Donald Trump et les journalistes, mais là quand même d'une tension qui révèle une tension incroyable, qui reflète peut-être des tensions qu'on peut observer dans le pays. C'est vraiment une question que je me pose, une question légitime. Et puis alors il vire son ministre des Finances. Enfin voilà, il est très content d'avoir gagné. Visiblement, effectivement, il est très content d'avoir gagné. Alors, c'est vrai que ces élections, elles en donnent un petit peu pour tout le monde, néanmoins. Quand on regarde, la Chambre des représentants a été reprise par les démocrates, ce qui était attendu par le consensus. En revanche, on a un renforcement des républicains au Sénat, et ça, c'est un petit peu une surprise, et plutôt une bonne surprise pour le camp de Trump, puisque ça veut dire que ça ne remettra pas en question les nominations à venir des juges et d'un certain nombre de postes clés. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça veut dire que ça éloigne de manière quasi définitive toute procédure d'impeachment, même si c'est très clairement pas la ligne, je dirais, la plus facile qui aurait pu être prise par les démocrates. Les démocrates, d'ailleurs, l'ont dit au sortir de ces élections. Ils veulent essayer de sortir le pays de cette division. Et c'est également le message de Trump. Donc ça commence pas exactement avec cette... Ça commence par un affrontement déjà. Voilà, mais globalement... Mais la logique de bipartisanisme... La logique de bipartisanisme... Aux États-Unis, elle peut être très forte aussi. Elle peut exister. Ouais. Après, c'est vrai que c'est conditionné au fait que les démocrates ne lancent pas des enquêtes sur enquête encore sur à la fois les finances et sur, je dirais, la vie et les comptes de monsieur Donald Trump. Sauf que c'est ce qui a le plus de chances de se passer, c'est quand même ça. C'est très probable. Au-delà du bruit politique et de la chronique politicienne de Donald Trump, est-ce que cette nouvelle composition du Congrès, est-ce que ça ouvre la voie, je sais pas, à des sujets, des projets sur lesquels le bipartisanisme américain peut se montrer constructif, ou est-ce que non, c'est un gridlock total, une impasse totale avec une passe d'armes en permanence entre républicains et démocrates? Alors le plus probable, c'est que ce soit un gridlock. D'accord. Après, il se peut qu'il y ait un certain nombre de projets qui évoluent. Mais si on regarde les grands projets qui sont aujourd'hui portés par Trump, donc un programme d'infrastructure, il est possible et probable qu'effectivement ce soit rejeté par les démocrates à la Chambre des représentants. L'autre sujet qui est très important, c'est les accords anciennement dits du NAFTA, qui sont en cours de signature et de finalisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un changement de majorité à la Chambre des représentants, cela pourrait en fait se traduire par des demandes de concessions supplémentaires de la part des démocrates et remettre en cause les accords qui ont été arrachés, je dirais, de manière assez difficile, à la fois auprès du Canada et du Mexique, et sur lesquels on est arrivé à un accord en septembre, donc vraiment de manière extrêmement récente. Donc c'est vrai que le plus probable, c'est quand même le gridlock, mais il pourrait y avoir quelques options, puisque les démocrates souhaiteraient quand même, ne veulent pas passer pour ceux qui bloquent tout dans la politique américaine. Sur les vrais sujets qui préoccupent les Américains, et ça n'est pas la guerre commerciale, enfin nous, ça nous occupe beaucoup, vous, les gens de marché, évidemment, mais les thématiques domestiques sont quand même très très fortes. On l'a vu bien sûr avec l'immigration, mais le thème de la santé, peut-être même le thème numéro 1 aujourd'hui pour le citoyen et l'électeur américain, entre la crise des opioïdes, les coûts de couverture, le prix des médicaments. Est-ce que là, il y a des thématiques ou des sujets consensuels sur lesquels démocrates et républicains peuvent se rejoindre? Ça a été un thème très très fort de cette campagne. C'est un thème extrêmement fort, ça date déjà, en fait, je dirais même de l'élection présidentielle, où c'était déjà le premier thème de campagne de Donald Trump qui voulait rompre avec l'Obamacare et qui a fait quelques évolutions en fait à cette disposition. Néanmoins, là, dans le cadre en fait de cette deuxième partie de mandat, le plus probable, c'est qu'il n'y ait justement pas de nouvelles décisions, ni dans un sens, ni dans
dans l'autre. Donc ce qui finalement fige un petit peu la situation. Un peu la situation, ce qui explique aussi pourquoi tout le secteur de la santé a bien rebondi. Et particulièrement le secteur des mutuelles, etc., qui ont vraiment aussi bénéficié de cette visibilité qui est un petit peu offerte, avec en plus Donald Trump qui met quand même la pression sur les prix des médicaments. Alors c'est tout à fait oral, c'est que je dirais aujourd'hui du c'est souvent symbolique, verbal avec Donald Trump. Du symbolique, mais ça se traduit de quelques annonces également assez symboliques de laboratoires qui laissent à penser que le prix des médicaments, en tout cas, n'aura plus l'inflation qu'il a eue par le passé. Bon, on va pas faire une heure spéciale sur les élections de mi-mandat, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qui a déjà été dit? Et puis on va glisser gentiment vers la Fed, bien sûr, Alain et puis Axel. Bon, il y a pas mal de choses. La première, c'est que finalement, effectivement, je pense que dans son esprit, Trump a plutôt gagné. Ça l'a conforté dans sa stratégie de campagne, qui est de compter sur son camp et d'espérer qu'en face il y ait des délitements, qu'il y ait la gauche démocrate qui par moment se mobilise pas dans certains endroits, et du coup ça lui permet de gagner avec son socle, et ça suffit largement pour gagner. Donc je pense qu'il est conforté dans cette approche-là. Les endroits où il a fait campagne le plus violemment, c'est les endroits où ses candidats sont passés. Donc alors ça, je trouve ça un peu inquiétant pour la suite, parce que on va se focaliser sur des thèmes importants. Il va se sentir pousser des ailes là, vous pensez? Je pense que ça va. On l'a vu hier. Ça va cristalliser face à la les presse, choses le ministre qui dégage tout de suite. D'autant que. Alors peut-être j'aurais un petit peu une vision différente. Je pense que la seule chose sur laquelle il peut y avoir un accord bipartisan, c'est justement les infrastructures. Peut-être quelques mouvements sur les impôts. Peut-être. Je donnerais plus de chance que vous peut-être sur ce thème-là. Mais tout le reste, on va vers une cristallisation massive, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve de deux blocs de 35 à 40% de la population qui sont très très figés sur des problématiques sociétales. Donc l'économie passe un peu au second plan, donc c'est un peu perturbant. On regarde ça un peu en spectateur. Alors on a un avis sociétal par rapport à ce qui se passe, mais avec nos yeux d'Européens. Et l'économie américaine est un peu loin sur les thématiques. Alors on l'a senti un petit peu. C'est le seul endroit où ses électeurs, ses partisans ont été un peu déçus. C'est-à-dire qu'en fait Trump a pas fait grand-chose sur ce thème. Mais je dirais qu'on va se retrouver dans une économie, et c'est pour ça que peut-être j'aide pour la transition sur la Fed, c'est que la Fed reprend le dessus sur la mainmise sur le guidage de la macroéconomie américaine, parce que justement le fait que la Chambre, on va dire c'est la seule victoire dans l'ambiance, on va dire c'est la seule chose qui est que Trump pourra toujours éructer sur des hausses de taux et un ralentissement de l'économie. L'aile gauche de l'économie, de l'échiquier politique américain va pas laisser Trump reprendre la main sur quelque accès que ce soit de la Fed, quoi. Donc ça c'est le côté plutôt positif, parce qu'il gère plutôt bien les choses. Donc ce qu'on peut espérer, c'est un petit ralentissement en douceur, pas trop d'inflation, petite hausse des taux, pas très forte hausse des taux longs, parce qu'il y a tellement de dettes que l'économie peut pas tellement repartir. Donc c'est un scénario qui est un peu, je vais laisser parler les autres après, qui est un peu un scénario qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire croissance molle, taux relève pas très élevé, pas trop d'inflation, pas trop de chômage, de la consommation. Donc un schéma qui est un peu mou. Alors au niveau marché, c'est pas très marrant, parce que ça va faire des mouvements quand même pas terribles, mais donc ça pourrait être un peu le scénario pour les mois qui viennent. Des taux qui restent bas, j'en sais rien, on peut en parler. Des taux longs. Mais même, oui, des taux longs, oui. Les taux courts, ils vont monter encore un petit peu, mais... Je sais pas, la Fed ce soir, Axel, comment est-ce que... Alors 300, 400 mots, et sans doute qu'on n'arrivera pas à lire entre les lignes ce que la Fed pense du résultat des élections de mi-mandat, mais on peut imaginer qu'elle est soulagée par ce résultat. Ça la remet effectivement au centre du jeu. Ça, je pense que ça va mettre un petit peu moins de pression sur la Fed. Donc c'est que Trump va pas s'arrêter de la critiquer, c'est sûr. Mais le fait d'avoir la Chambre et le Sénat à majorité républicaine, avec un agenda très critique, souvent de la Fed, ça a pu peut-être gêner, ça a sans doute gêné Yellen pendant des années, qui elle forcément avait un biais plutôt favorable à l'administration précédente, mais là ça effectivement ça va permettre à Powell de reprendre plus d'importance peut-être dans la gestion du cycle américain. En général, il
ils prennent assez peu parti sur la politique budgétaire. Pour autant, je pense que c'est un facteur qui peut faire monter les taux longs. Parce que là, les déficits vont être cristallisés à des niveaux qui sont relativement élevés, de l'ordre de 5%. Sans même en rajouter, c'est déjà un sujet important. Je pense que les infrastructures, peut-être, mais ça, on aura déjà 5 points de PIB de déficit l'année prochaine. C'est vrai que c'était dans le programme de Clinton, donc il y a une certaine... disons, un certain biais favorable aussi à améliorer l'infrastructure aux États-Unis, d'autant qu'on sait que l'investissement public, c'est un des gros facteurs qui avait plombé la croissance américaine pendant longtemps. Donc il y a matière à le booster, mais la contrepartie de ça, ce sera forcément des impôts, parce que l'endettement est compliqué. Donc ça va être très difficile de faire passer un stimulus additionnel. Dans ce cadre-là, la Fed, par contre, du point de vue de son mandat, n'a aucune raison de s'arrêter là, et voire même le rythme de resserrement est extrêmement faible par rapport au niveau de l'économie actuellement. C'est ça avec le chiffre de salaire qu'on vient d'avoir là. Est-ce que c'est pas le moment où on va voir la Fed, vous le dites vous, elle revient au centre du jeu avec des salaires qui progressent à plus de 3% maintenant aux États-Unis? Oui, sans doute, parce que cette mesure est assez c'est une mesure effectivement. Les autres mesures sont même largement au-delà de ça. Quand on regarde les mesures des salaires médians ou quand on retraite des effets démographiques, par exemple, on a des hausses de salaire qui sont bien plus fortes que ça. Il y a des problèmes de recrutement partout. On sait que la surcroissance de la demande interne redégrade les déficits commerciaux américains. On le voit de nouveau. Donc on est en train de recréer des déséquilibres qui nous rappellent les points de tension d'avant 2006-2007. Donc la seule façon de le faire, c'est normalement de ralentir la demande et de différer cette demande un petit peu dans le temps en montant les taux. Bon, on verra ce soir, communication de la Fed. On reparle là-dessus, on marque juste une pause, mais on peut revenir sur la Fed ce soir, évidemment, après le chiffre d'SLR, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et puis, on s'attaquera à l'Europe également, enfin, les marchés, bien sûr, mais l'Europe, bah oui, l'Europe, faut qu'on parle de l'Europe. Je vois déjà Alain Pitous qui fait la tête. C'est la série des mauvaises nouvelles qui arrive avec l'Europe. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Axel Bott, stratégiste d'Ostrom Asset Management, Alain Pitous, directeur général de Talence Gestion, et Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. On terminait le quart d'heure précédent sur la réserve fédérale américaine, communication ce soir à 20h, pas de conférence de presse, pas de hausse de taux attendue. Maintenant que les élections de mi-mandat sont passées, est-ce que la Fed va pouvoir revenir au centre du jeu, comme vous le disiez, et se montrer de plus en plus vigilante sur les salaires et sur l'inflation américaine, Julie? Alors, en ce qui me concerne, je ne considère pas que la Fed n'était pas au centre du jeu. Je pense qu'elle était très au centre du jeu, et particulièrement au mois d'octobre, puisque en tout cas, il y a un lien entre la communication de la Fed et, je dirais, les marchés qui ont été quand même assez chahutés, puisque la communication de la Fed change de manière assez majeure par rapport aux deux derniers présidents de Fed. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'un Jérôme Powell est très axé sur l'économie américaine, vraiment que sur l'économie américaine, ce qui n'était ni le cas de Janet Yellen, ni le cas de Bernanke avant. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai changement en termes de communication et d'appréhension de l'univers économique dans lequel on est. Et la deuxième chose, c'est que Jérôme Powell est très affirmatif dans sa stratégie en disant, aujourd'hui, la croissance américaine est suffisamment forte pour absorber tant de hausses de taux, encore une sur cette année, 3 l'année prochaine et une en 2020, qu'une Janet Yellen ou un Ben Bernanke était beaucoup plus à dire, on va regarder comment évoluent les chiffres et en fonction de ça, on ajustera notre stratégie en matière de... Il est dans une logique un peu plus automatique, là, vous dites? Il est dans une logique beaucoup plus déterminée. Et c'est vrai que le marché a besoin de s'ajuster à cette communication, de s'ajuster à ce changement et à cette normalisation à marche pas forcée du tout. Hein. Ça, là-dessus, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment de manière très graduelle. Il y a deux choses aussi. Il y a également le fait d'abaisser le bilan de la Fed, de le normaliser également. Et ça, on voit qu'on rentre dans une phase d'accélération qui commence ce mois-ci. Donc, on va voir s'il le met en place et comment ça évolue dans le temps. Mais c'est vrai qu'on a un vrai changement de communication et ça, c'est un élément majeur. Et ça devient un vent contraire pour les marchés actions, pour Wall Street. Il y a besoin de s'ajuster. Ajuster, ça veut dire baisser. Non, mais je le dis quand même, c'est ça. Pas que, ça veut dire comprendre
la communication et le changement de communication, puisque jusqu'à présent, finalement, il n'avait pas été aussi clair dans sa communication que jusqu'à la dernière hausse de taux qui était en septembre. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ce palier qui a été franchi et maintenant, on le sait, hein, ça va nous porter à 3,5. C'est pas non plus extrêmement important. Hein. Ouais. C'est que de la normalisation et c'est vrai que sa stratégie est complètement légitime. Il veut avoir une réserve fédérale qui ait les moyens si demain, pas demain, mais après-demain, on rentre à un moment donné en récession, de pouvoir agir en fonction. Que les obligataires, le marché obligataire a déjà fait une partie de ce travail, puisqu'on est encore à 3,20, 3,25 quasiment sur le 10 ans américain. Sur le marché action, ce travail d'ajustement, comme vous dites, il en est où là? Après la purge d'octobre, est-ce que le marché américain est plus sain, plus en phase avec la réalité économique aujourd'hui, ou est-ce que non, il y a encore un peu trop de fantasmes ou d'illusions, de complaisance dans ce marché américain? Écoutez, je crois que le marché au mois d'octobre, il a effectivement été très chahuté et on a eu en parallèle les publications de résultats qui ont pu nous donner des éléments microéconomiques très tangibles. Et on l'a bien vu, la croissance, elle est là, elle est forte, elle est vigoureuse. Donc de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui pas de problème de croissance aux États-Unis. Il y avait sans doute un emballement sur un certain nombre de titres en termes de valorisation. Aujourd'hui, quand on regarde le S&P, on est sur des niveaux de 16 fois sur les 12 prochains mois, ce qui est tout à fait, je dirais, en lien avec les normes historiques. Donc, on n'est pas très cher. On a des profits qui croissent de 24%, des ventes qui augmentent de 8,5%. Si on retire l'effet fiscal, on est à plus de 16% de croissance des profits. On est dans une économie très saine et qui est en accélération, mais on n'est pas en surchauffe. Et je pense que ce mois d'octobre, c'est un mois un peu d'ajustement. Mais aujourd'hui, moi, il me semble qu'on est globalement dans une situation relativement saine. Axel, c'est votre sentiment aussi, là, la purge d'octobre et les derniers indicateurs macroéconomiques de marché, économiques, j'entends, montrent que le marché est plus en phase avec la réalité aujourd'hui ou pas encore totalement? Pas encore totalement. On a passé l'été avec 2 trimestres de rachat d'actions record. Et ça tend à un petit peu, surgonfler non seulement les valorisations, mais rendre un peu plus flatteuses les chiffres de vente par action, de bénéfices par action, etc. Donc c'est quand même une source de fragilité. On voit que la correction action, elle intervient alors que la plupart des entreprises rentrent dans la période de blackout avant les earnings. Et donc ça me fait dire ils n'ont pas le droit de racheter leurs propres actions. C'est ça. Donc il y a une période pendant laquelle on interdit des opérations sur les propres titres en raison des publications ultérieures. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui est assez malsain dans le marché action américain, qui est que l'acheteur marginal d'actions depuis des années, on voit avec un cycle de fusion-acquisition qui est très très puissant, qui est totalement lié à la politique de la Fed et à la dette peu chère, et ça tend à exacerber les valorisations à la hausse. Donc quand on va perdre, en partie à cause du resserrement de la Fed, ce soutien marginal de l'acheteur corpo, je pense qu'on aura peut-être une volatilité plus forte, la réalité des prix, à mon avis, elle se situe quand même sensiblement en dessous des niveaux actuels. Alain, sur la situation du marché américain notamment. On va parler 2 secondes de la Fed. Moi, je trouve que c'est le paquebot qui trace sa route de manière vraiment très claire depuis un moment, qui va continuer. Donc, les salaires augmentent, les prévisions d'augmentation des taux sont là, étaient là, baisse du bilan, je suis tout à fait d'accord, ils vont continuer. C'est la seule banque centrale qui fait vraiment clairement baisser son bilan, peut-être pas encore à un rythme extraordinaire, mais en tout cas, le bilan de la banque centrale baisse. Donc on est sur une normalisation. Pour le moment, ils ont parfaitement géré cet aspect-là. Et je pense que ce qui se passe sur les marchés, on diverge peut-être sur les taux longs. Moi, je me dis, si tout ça mène à un ralentissement économique, même s'il y a un déficit budgétaire important, il y a tellement besoin de placer de capitaux au seul endroit où on sera à la fin, ça sera l'endroit le plus résilient à la fin d'une récession, qu'on préférera toujours acheter des obliges longues américaines que
n'importe quel autre obliglon. Donc, ça, c'est toujours aussi évident. Non, enfin, je sais pas, les choses peuvent changer aussi, oui, même de ce point de vue-là. vue-là. Oui, bien sûr, mais enfin, pour le moment, elles changent pas. Donc, on peut toujours se dire, oui, s'inquiéter, mais en fait, en réalité, pour le moment, les flux, ils vont. Donc, un scénario où il y aurait moins de croissance et des taux qui s'emballeraient pour des questions de primes de risque, de déficit, ou même d'inflation. Vous dites, c'est un scénario qui a très vite des limites. Bah oui, on peut avoir par contre une courbe des taux bien inversée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des taux courts à 3,5, 4 et des taux longs qui soient à 3, 3,5 quoi en fait. Ouais. Donc ça c'est quand même possible avec une économie qui ralentirait. Et après je pense que par rapport à ça, par rapport à la valorisation des marchés, on a été avec, je reprends Alice Labouve tout à l'heure avec ses exosquelettes, on a été avec un exosquelette de liquidité qui nous a aidé à cavaler à 20 PE sur les marchés américains. Et puis bah il faut qu'on réapprenne à marcher. Alors au début on nous l'enlève tout doucement, on nous garde une jambe, pas l'autre, des béquilles, machin. Mais en tout cas on va vers un moment donné où les actions vont revenir à leur prix. Donc coup de chance, et c'est parfaitement bien géré, c'est que ça se fait avec des croissances de résultats qui sont extraordinaires. Ouais, donc ça limite l'ajustement. Et des niveaux de marge, parce que même si les salaires ont augmenté quand même depuis un moment, ils augmentent, on est à 3% d'augmentation, malgré tout on tape des niveaux de marge historiques aux États-Unis. On est à plus de 12% de niveau de marge aux États-Unis, avec des salaires qui ont déjà augmenté, qui vont peut-être encore augmenter, qui pénaliseront les marges, mais en tout cas on est sur des niveaux de croissance qui ont été extraordinaires. Donc je dirais que c'est heureux, tant mieux si c'est délibéré, mais en tout cas cette hausse des profits a permis de relativiser le retour à un PE plus normal. Alors après, quand je vois, on regarde les PE sur 5 ans, on est à la moyenne des PE sur 5 ans. Si on regarde sur 10 ans, on est encore un peu au-dessus. 10 ans, c'est le moment où on a recommencé cette politique un peu non conventionnelle, donc on peut peut-être revenir sur des PE à 14, mais si on a une croissance américaine forte, bah on aura une discrimination, encore une fois, des boîtes de croissance à grande visibilité avec des taux relativement bas, qui continueront à performer, et puis le reste, et on le voit, et ça je dirais que ça c'est plutôt à court terme, moi c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la dissymétrie, c'est-à-dire qu'en fait, des sanctions de marché, c'est-à-dire que quand vous faites un bon résultat, une bonne perspective, bah vous faites le marché, quoi, c'est-à-dire quand le marché fait 1, vous faites 1, et si ça baisse, vous baissez comme le marché. Par contre, si vous annoncez quelque chose qui est un peu en dessous des attentes, on n'avait pas ça aux États-Unis jusqu'à il y a peu de temps. Mais là, ça commence les coups de tromblon sur des valeurs. On l'a vu sur la tech, ceux qui ont annoncé des trucs un peu moins bons. Bah, c'est ça le retour sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes un peu qui sont un peu contestées sur leurs prévisions, elles vont revenir à des prix. Qu'est-ce qui est de la vraie croissance soutenable et qu'est-ce qui est de la croissance un peu cyclique, un peu passager clandestin du cycle. La qualité de la croissance, le pricing power, comme avant, quoi. Donc non, mais c'est et donc on a marché et couru avec des béquilles et des exosquelettes, comme dirait Alice, et puis voilà, maintenant on est sur quelque chose qui court à son rythme. Donc ceux qui sont en pleine forme, il n'y a pas de problème. Puis les autres, ça va être plutôt 10 de PE que 16. Quoi. Bon, on va marquer une pause, on poursuit la discussion évidemment, on va marquer la clôture des marchés en Europe dans un instant. Petite glissade pour les indices européens, le CAC, moins 0,3% qui se maintient autour des 5125 points actuellement. Fin de séance sur les marchés européens avec nos invités en plateau évidemment jusqu'à 18h et Andrea Tueni qu'on retrouve en duplex, sales trader chez Saxo Bank. Andrea, le CAC qui glisse un petit peu, comme l'ensemble des marchés européens. En termes de tendance, il y a rien de très spécifique à signaler aujourd'hui, si ce n'est que on arrive vite un petit peu aux limites de ce rebond. On était sous les 5000 la semaine dernière, 5150 au plus haut. Bon oui, c'est bien, on a remonté d'un cran. C'est déjà ça de prix. J'entends déjà Alain Pitous nous le dire. Non, mais on voit qu'aussi, moi je regarderai les choses d'une manière différente. Je trouve qu'on est très très vite limité à nouveau dans ce rebond, Andrea. Oui, c'est vrai qu'on a des marchés qui ont certes rebondi, mais sans vraiment beaucoup de conviction. Donc on a réussi à grappiller quelques points, s'éloigner des niveaux plus risqués comme 4950, 4009, mais globalement, on a un manque de conviction qui est assez criant dans cette phase de rebond. Depuis qu'on a eu la correction sur ce mois d'octobre, on a vraiment eu des petits soubresauts, des sursauts du marché, mais pas une phase de rebond durable. Et aujourd'hui, c'est pas le résultat sur les mid-term aux États-Unis qui pourrait justifier qu'on ait un rebond durable sur le marché, parce qu'aujourd'hui c'était un scénario qui a été largement anticipé, ça change pas vraiment la donne pour l'économie américaine, et on va revenir du coup sur les fondamentaux à la fois macroéconomiques. Alors il y a eu un peu de microéconomie aujourd'hui d'ailleurs avec des bons résultats, Sodexo, Société Générale par exemple sur le CAC.
Mais on est quand même encore face à des problématiques qui ne sont pas réglées, qui vont mettre du temps à se régler. Donc il y a encore énormément d'attentisme, d'hésitation sur ce marché. Des dossiers comme le dossier de la guerre commerciale, ça va être un dossier central sur ce mois de novembre. On risque d'avoir des négociations entre les deux administrations américaines et chinoises sur ce dossier-là courant du mois de novembre, avant cette rencontre, du coup programmée le 30 novembre en marge du G20 entre Donald Trump et Xi Jinping. Donc du coup, c'est un sujet qui risque d'occuper pas mal l'attention des marchés, être un catalyseur central, et il n'y a pas de nouveauté sur ce sujet-là. C'est toujours une zone d'ombre, c'est toujours très flou, et là aussi du coup ça ne permet pas de justifier un optimisme débordant du marché et donc un rebond très important. Il y a aussi la question de la Fed, cette normalisation de politique monétaire. Là aussi c'est un sujet d'inquiétude pour le marché. Est-ce que la Fed va poursuivre ce rythme de hausse de taux? Est-ce qu'elle va au contraire l'accélérer? Il y a pas mal aussi de questions sur lesquelles on devrait avoir des réponses d'ici la fin de l'année. Alors peut-être pas lors de cette réunion, même si elle est suivie et que ça justifie aussi l'attentisme qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, d'ici la réunion de décembre, on devrait avoir des réponses de la Fed sur ce point-là, et aussi écarter un risque, une crainte pour les investisseurs et pour les marchés. Donc encore une fois, en Europe, on a aussi le dossier du Brexit qui est très mal pricé par le marché, la saga italienne sur le budget qui est là aussi un facteur de risque pour les investisseurs et pour les marchés. Donc du coup, ça fait encore énormément de sujets qui ne sont pas réglés et qui justifient pas du coup qu'on ait un rebond et qu'on revienne sur les points hauts sur le marché. Donc on reste sur une dynamique baissière sur le CAC. Alors certes, on a gagné quelques points, on est remonté d'un cran, mais aujourd'hui, on a un plafond de verre vers 5150 points à peu près qui est difficile à franchir. On l'a vu d'ailleurs sur les dernières séances. Et au-delà, on a 5175, 5200, et c'est au-dessus des 5200 qu'on reviendrait sur une zone un peu plus neutre, voire vers les 5250 points. Donc on est encore loin d'un éventuel retournement de tendance. On reste sur une dynamique du coup baissière, mais avec un directionnel et une tendance pas vraiment marquée, parce que la conviction, encore une fois, n'est pas très très forte sur ce marché. Et on aurait besoin aussi d'un soutien de Wall Street, et c'est vrai que hier il y a eu un fort rebond des marchés américains, mais si on regarde sur la séance d'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus poussif sur les marchés américains. Et il faudrait, pour vraiment donner du baume au cœur aux personnes qui jouent la hausse des marchés, il faudrait repasser au-dessus des 2815, 2820 sur le S&P pour redonner encore une fois un petit peu de dynamisme aux boules pour voir du coup si le marché a plus de potentiel de hausse et plus de potentiel de rebond. Donc là encore, on risque d'avoir pas mal de volatilité sur le mois à venir, mais encore une fois un manque de conviction et des marchés qui risquent d'avoir du mal. Le rebond risque d'être assez poussif, même si on ne peut pas totalement exclure le fait qu'on finisse l'année sur des crans supérieurs à ceux sur lesquels on est aujourd'hui. Merci beaucoup Andrea, merci d'avoir été avec nous au cours de cette séance et de nous accompagner notamment pour la clôture définitive du marché parisien. On est sur une petite glissade après la hausse d'un peu plus de 1% hier pour la bourse de Paris, moins 0,2% ce soir pour le CAC qui termine à 5127 points. Legrand, la plus forte baisse du jour après sa publication trimestrielle. Legrand qui communique énormément sur les tensions commerciales et la hausse des coûts liés aux tensions commerciales. Non mais il y a tout un pavé dans la communication de Legrand à ce sujet et un plan d'action qui a été mis en place au sein du groupe pour atténuer au maximum et essayer de compenser au maximum ces hausses de coûts liées aux tensions sino-américaines. Legrand, moins 4% ce soir. Valeo qui baisse, qui replonge à nouveau à moins 3%. Les valeurs du luxe qui sont à nouveau vendues. On continue d'alléger les positions sur LVMH, moins 1,9%, ou encore sur Kering, moins 1%. On voyait également le secteur des semi-conducteurs affecté notamment par la grosse baisse de Qualcomm aux États-Unis à moins 7%. Qualcomm qui a baissé ses prévisions de chiffre d'affaires en raison de commandes un peu moins fournies en provenance d'Apple sur la partie smartphone notamment. Qualcomm moins 7%. À Paris, on a ST Micro qui recule de 1,2%. En revanche, quand même quelques publications saluées par le marché. Société Générale dans la banque, plus 2%. Sodexo, plus 5,5% avec un discours qui rassure enfin chez Sodexo. Le titre a été bien malmené ces derniers temps avec des difficultés opérationnelles importantes sur le marché américain qui semble désormais derrière. Et puis dans les valeurs moyennes, on notera SPI également dans l'industrie qui a bien publié. Le titre gagne quasiment 6%. Ou encore Maison du Monde qui progresse de plus de 3% après son point d'activité trimestriel. Le CAC à l'arrivée ce soir, moins 0,13% au final à 5131 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau et Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion. Alain, quelques mots, quelques résultats du jour. Alors, je parlais de Legrand, je parlais de Sodexo, Société Générale aussi dans le secteur bancaire.
Alors Société Générale qui était un peu stigmatisée comme étant une des banques les plus fragiles au cas où, dans les stress tests de la semaine dernière, donc ou du début de semaine, je sais plus, vite, enfin il y a peu de temps on va dire. Donc on attendait avec impatience leurs résultats qui sont bien, ils sont de bons résultats, bonne maîtrise des coûts. Partout on voit que ils ont pris des mesures pour réduire les coûts. Ils ont réduit la voilure sur certains pays. Ils ont vendu l'Albanie, la Bulgarie, la Pologne, donc des endroits où les perspectives étaient peut-être pas forcément extraordinaires, donc ils ont coupé. Ils communiquent, enfin leur activité globalement était un peu meilleure que ce qu'on pensait sur les marchés sur les marchés. Oui, sur la banque de financement, la banque d'investissement, c'est ça. La partie taux qui a bien fonctionné. Donc un peu meilleur qu'attendu. Et puis ils ont communiqué également sur les perspectives en disant le plan 2020 reste valide malgré les quelques amendes qu'ils vont prendre. Ils annoncent qu'ils ont provisionné l'intégralité. Ouais. Ils ont repris un peu de risque. Enfin, ils ont repris des provisions. Donc globalement, plutôt une bonne annonce. C'est des éléments spécifiques à Société Générale qui font que le titre est un peu meilleur que les autres. Bon, après, je voyais un peu de tous les brokers qui communiquaient sur le titre en disant c'est bien. Et chaque fois comme ça sur les banques, on va regarder quand même le trimestre prochain s'ils arrivent à confirmer. C'est un peu. C'est un doute permanent. C'est un peu décevant. Est-ce qu'ils seront capables de répliquer cette performance J'imagine. Donc ils ont quand même fait énormément. Quand on regarde bien, partout c'est plutôt bien. Ils contrôlent les coûts, ils coupent des activités. Ils ont fermé 75 agences. Enfin bon, ils ont quand même fait leur part du travail, on va dire. Ils communiquent en disant le plan reste valide. Le plan 2020 annoncé qui avait plutôt bien plu reste valide. Et puis on leur dit bon c'est bien, donc on monte de 2%, ce qui est pas énorme, mais c'est un peu ce qu'on disait. C'est-à-dire que quand vous faites bien, ça monte de 2%. Ouais. Et puis ne faites surtout pas mal parce que ça serait quand même assez malvenu, quoi. Donc c'est un peu ça. Après il y a Sodexo, c'est un cas un peu, enfin c'est rien à voir avec la banque. Ils ont conforté aussi le marché avec des chiffres, on va dire normaux, mais plutôt des bonnes anticipations, en disant que pareil, leur plan se maintient. Aux États-Unis, on craignait qu'ils annoncent des mauvaises nouvelles. Finalement, ils annoncent que ça va, y a pas de. Ils disent qu'ils sont pas là où ils voudraient être aux États-Unis, mais que finalement le plan de marche devrait être maintenu. Ouais. Donc ça rassure le marché. Ça fait partie un peu des entreprises qui ont pendant longtemps été des entreprises de croissance à bonne visibilité. Ouais. À un moment donné, ils ont cassé un peu ça. Il y a une rupture. Voilà. Et puis, on espère tous qu'ils repartent. La confiance qui revient petit à petit là. Peut-être. Ouais, peut-être. Et c'est un peu typique de ce qui s'est passé sur pas mal de valeurs, c'est-à-dire quand une entreprise est très lourdement sanctionné. Nous, on considère que c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller acheter, mais qu'il faut attendre quelques bonnes nouvelles. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines sur Carrefour. On le revoit aujourd'hui, ça continue de performer. Et puis peut-être Sodexo, peut-être une inversion. On commence à avoir un peu de meilleures nouvelles, mais on attend du tangible, quoi, vraiment. Et le tangible, si on paye pas pour voir. Non, on paye pas pour voir. Je pense que c'est effectivement plutôt raisonnable. Et ce qui est terrible, c'est pour les banques qui ont un délit de faciès sectoriel qui est assez douloureux et qui va mettre du temps à s'estomper. Il va falloir plusieurs trimestres de bons résultats avant que ça reparte vraiment, je pense. Donc. Et que le marché fasse la discrimination entre les bonnes banques et les moins bonnes. Bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé pour SocGen, effectivement. Plus 2, Sodexo, plus 5,5%. Les résultats de Natixis sont en train de tomber également. On suivra la réaction de marché demain. Non, je voulais qu'on dise un mot de Legrand. Enfin, Legrand et la hausse des coûts liés aux tensions commerciales. Vous l'avez suivi, j'imagine, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, dans les publications de résultats des entreprises américaines. Quand même une montée en puissance, des discours inquiétants, prudents, liés à la hausse des coûts en général. Donc on parle des salaires aux États-Unis, mais liés à la hausse des tarifs douaniers également. Ça commence à mordre là. En fait, aux États-Unis, on entend beaucoup parler donc sur les publications de résultats. Il y a eu énormément de communication sur les potentiels effets de la renégociation des accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, les sociétés qui s'expriment n'en constatent pas les effets. En tout cas, ce n'est pas le cas dans les sociétés américaines, contrairement à un certain nombre de sociétés européennes, ce qui est quand même assez paradoxal. Voilà, exactement. En revanche, effectivement, elle constate 3 choses. La première, c'est la hausse du coût des matières premières qui les pénalise. La deuxième, c'est la hausse qui est engendrée par la hausse des coûts des matières premières du transport qui les pénalise. Et la dernière, c'est pour certaines, en fait, la hausse du dollar. Donc ça, c'est les éléments qui les pénalisent aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui les
je dirais les renégociations. Pas la guerre commerciale en tant que telle, quoi. Pas à ce stade. Et c'est ça qui est assez surprenant. En ce qui concerne, je dirais, la hausse des salaires, c'est vraiment aujourd'hui un débat qui est également assez compliqué. C'est-à-dire qu'on voit des sociétés, par exemple, comme Amazon, pour ne citer qui l'utilisent comme une arme concurrentielle. C'est-à-dire qu'ils disent, aujourd'hui, on monte le salaire minimum moyen horaire à $15. Qui fait ça ? Personne dans la consommation. Celui qui payait le mieux dans la consommation aux États-Unis, c'était Costco. Ils sont à $14. Walmart est à $11. Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ça met une pression dingue. Il tue la concurrence. Là. Exactement. Mais c'est une arme de concurrence. Il y a des pénuries là-dessus. Oui, parce que moi je pensais que c'était avant tout pour embaucher tous les gars dont ils vont avoir besoin pour les fêtes de fin d'année. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait des pénuries à certains endroits. Et on voit le taux de participation qui augmente très légèrement. Mais néanmoins, sur la hausse des salaires, c'est aussi une arme concurrentielle. Et c'est un coût. Mais effectivement, les marges... Enfin, ça a été compensé par la politique fiscale. Donc voilà, l'un dans l'autre. Pour l'instant, c'est pas d'accord. Sujet particulier là-dessus. Bon, d'accord avec ça, Axel. On souffre plus, nous, en Europe, de la guerre commerciale que les États-Unis livrent à la Chine aujourd'hui ? Oui, on a aussi nos propres problèmes internes qui se rajoutent à ça. Je pense que la faiblesse en Europe, elle doit être plus liée à ça, je pense. Ceci étant, effectivement, la réforme fiscale amortit largement le choc, c'est sûr. La réforme fiscale, vous pouvez le faire une fois, quoi. C'est un one-off. Après, on va à un moment quand même rentrer dans le dur, surtout si Trump met sa menace à exécution et on a de nouvelles hausses de tarifs. Et taxe l'ensemble des produits chinois au 1er janvier, importés par les États-Unis. Donc d'ici là, on aura sans doute des annonces. Ça va se calmer, mais je pense que plus le temps avance, plus on aura des difficultés à la fois d'exporter aussi. Peut-être les difficultés sont plus à l'export. On voit par exemple dans l'agriculture américaine, c'est très visible. Et après, ça prendra peut-être un petit peu de temps pour que ça se matérialise. Ça se matérialise dans les résultats tangibles des entreprises. Avant de marquer une pause, un mot du pétrole. Il faut qu'on signale quand même une baisse de 20% du pétrole par rapport au pic récent, enfin très récent même. C'était il y a un mois et demi qu'on était sur les plus hauts en termes de cours du pétrole. Axel, comment est-ce qu'il faut lire cette baisse de marché là, sur le marché pétrolier ? Je pense déjà qu'il y avait une hausse assez forte de la spéculation. Les positions spéculatives avaient assez fortement augmenté. La production iranienne a aussi baissé beaucoup plus vite que prévu parce qu'on pensait qu'elle baisserait après la remise en œuvre des sanctions. Bien sûr. Et en fait, on avait déjà combiné avec l'effet de l'effondrement pour d'autres raisons du Venezuela, on avait perdu 1,2 million de barils par jour. 1,2 million de barils par jour, c'est à peu près l'augmentation normale de la croissance sur un an dans le monde. Donc c'était un gros mouvement. Donc on a un effet d'offre mondial qui était assez fort, mais là c'est en train de se résoudre. On voit que la production américaine qui avait marqué un plateau est en train un petit peu de repartir. Là aussi il y a des goulets d'étranglement dans la distribution du pétrole dans les pipelines qui problème d'infrastructure, qui contraignent en amont la production. Ça c'est en train un petit peu de se résorber. En tout cas la production est un tout petit peu en train de repartir à la hausse. Donc l'excès de demande qui était lié à ce problème d'offre est en train un petit peu de diminuer. Effectivement les prix du pétrole s'ajustent. Mais du point de vue macroéconomique, c'est relativement sain aujourd'hui. C'est sain et c'est bienvenu pour la plupart de nos économies. En fait, peut-être que temporairement, les Américains avaient perdu leur rôle de producteur marginal et ils vont être en train de le récupérer, auquel cas le pétrole peut aller bien plus bas puisque le coût marginal du shale oil est en dessous des cours actuels. Si tant est qu'ils retrouvent la capacité à distribuer ce pétrole, mais ça va être résolu normalement dans les prochains mois. Mais voilà, effectivement aujourd'hui, en 2019, je pense que problème de goulet d'étranglement de ce point de vue-là. Bon, le pétrole sous les $72 pour le baril de Brent cet après-midi. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant. Moins 0,13% pour le CAC à l'arrivée ce soir. Je vous rappelle, une clôture définitive à 5131 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler de l'Europe. Julie Jourdan avec nous, gérante action américaine chez Mansartis. Pas de bol, Julie, on va parler un peu d'Europe quand même pour finir cette émission. Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion. Et Axel Bod, stratégiste d'Ostrom Asset Management. Bruxelles a révisé en baisse évidemment ses prévisions de croissance pour l'ensemble de la zone euro et puis pays par pays. On va voir la semaine prochaine la première estimation du PIB allemand pour le 3e trimestre. Est-ce qu'on aura un chiffre négatif, Axel ? C'est pas impossible. De ce qu'on sait de la France, l'Espagne
l'Allemagne et l'Italie, avec un PIB de la zone euro à 0,2, ça implicite quelque chose proche de 0. Ouais. On sait que les chiffres de commerce extérieur qu'on a déjà pour à peu près l'ensemble du trimestre étaient plutôt en baisse, donc l'excédent a un peu diminué, donc on aura une contribution de l'extérieur qui sera plutôt faible, et on devra avoir un peu aussi un effet négatif des stocks, c'est-à-dire qu'on va peut-être surestimé la demande à venir, et donc il y aura un ajustement de la production. Il n'est pas impossible que le chiffre soit médiocre en Allemagne. La question qui va avec, c'est est-ce que c'est juste un problème du secteur automobile en Allemagne, comme semblait nous le dire Mario Draghi lors de la dernière conférence de presse du président de la Banque Centrale Européenne. Il est allé jusqu'à ce niveau presque microéconomique pour expliquer le trou d'air de l'ensemble de l'Europe et de l'Allemagne notamment. Est-ce que c'est juste un problème lié au passage des nouvelles normes WLTP, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est juste ça, essentiellement ça, ou est-ce que non, c'est un problème plus large aujourd'hui que rencontre l'économie allemande? C'est un problème qui doit effectivement provenir de l'automobile, mais on voit aussi dans les métaux, par exemple dans les composantes de ce secteur-là pour l'enquête allemande LIFO. On voit que le secteur des métaux souffre, le secteur du textile souffre. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont, ça va au-delà de l'automobile, hein, la faiblesse, je pense, qui est rapportée dans les anticipations d'exportation notamment. Bon, transitoire ou parce que je me souviens très bien du discours de début d'année, hein, le trou d'air en Europe devait être suivi en deuxième partie d'année d'une réaccélération de la croissance. C'est un scénario qui tient encore ou c'est définitivement abandonné et on décélère gentiment pour revenir au niveau de la croissance potentielle? On va décélérer vers la croissance potentielle qui doit être autour de entre 1 et 1,5 pour l'ensemble de la zone euro, avec quand même un décrochage qu'il faut souligner, c'est celui de l'Italie, on voit dans les PMI, qui là, même alors qu'on a une petite stabilisation dans les enquêtes espagnoles, françaises, allemandes, là on a un très très net décrochage de l'économie italienne qui était déjà à 0 au troisième trimestre en plus. Donc pour l'ensemble de la zone euro, ça va être un quatrième trimestre peut-être aussi assez médiocre. Bon, et d'ailleurs ils ont réagi parce que bien sûr les prévisions de Bruxelles sont en décalage important avec les prévisions de Rome sur le 2019. Enfin, c'est normal. Giovanni Tria, le ministre des Finances, qui est censé être quand même l'homme raisonnable du gouvernement, dénonce des défaillances techniques au sein de la Commission. Vous n'avez pas vu ça, Alain Pitous? Alors, je ne sais pas s'il y avait un peu d'ironie ou pas. Axel, vous avez vu cette défaillance technique? J'ai été surpris par l'expression utilisée. On peut avoir des opinions différentes sur la croissance. Je pense que l'arithmétique est la même pour tout le monde. Donc, ils ont fait un budget où ils prévoient 2,4 de déficit avec 1,5 de croissance l'année prochaine. Le 1,5 de croissance, il est très difficilement atteignable compte tenu de ce qu'on vient de dire et de la tête de l'économie italienne aujourd'hui. Donc, c'est surtout ça que prévoit Bruxelles, et donc ils voient naturellement un déficit plutôt proche de 3% l'an prochain et encore plus dégradé. Ils le voient augmenter, où l'Italie, là où l'Italie nous dit non, vous allez voir, 2,4 c'est un pic, et après ça va descendre. Exactement, et donc je pense que la dégradation est plus durable. Bon. Sur l'Europe, l'Italie, le Brexit, Alain, au choix, à la carte. Les bras montons, quoi. Non, mais alors attendez, mais tant mieux, on arrive au bout des mauvaises nouvelles. Alors tout le monde est dépité, tout le monde est déprimé sur l'Europe là aujourd'hui. Non, c'est très frustrant. Enfin, j'entends ces chiffres. J'aimerais bien dire non, je suis pas d'accord. On va faire un 8, machin. Mais non, on va faire entre un 2 et un 5, une petite inflation. Ça, c'est le potentiel. L'an prochain, on fera un peu plus encore. Oui, peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais il faut. Non, mais à un moment donné, l'Europe, il faut qu'on reparte de l'avant. J'ai cru que vous alliez dire à un moment donné, l'Europe, faut qu'on arrête. Non. Non, mais je sais pas. Moi, je dis le contraire. C'est la question. Non, moi, je dis le contraire. Enfin, évidemment, non. Après, les histoires populistes, machin, tout ça, on verra. Ça devrait pousser à faire quelque chose. Je veux dire, Miss Merkel, faut qu'elle fasse un all-in maintenant. Elle a fait des choses un peu extrêmes par moment. Là, il faut y aller. Il faut faire du vrai investissement dans des projets à long terme, de la formation, de l'écologie. Faut qu'on mette. Mais ça, c'est mon idée depuis. Je pensais que ça arriverait pendant la crise. En fait, c'est pas arrivé parce qu'on est parti sur un truc. Il fallait peut-être probablement nettoyer un peu, mais à un moment donné, il faut qu'on reparte en investissement et il faut faire. Il faut faire 5% de PIB d'investissement sur l'ensemble de la zone euro. Faire du Trump. Voilà. Trump, le problème. Mais on peut le faire de manière intelligente, c'est pas interdit. Je sais pas si c'est intelligent ou pas, mais on verra ce que ça fait. Mais je pense qu'il faut. Non, parce que Trump, c'est quand même pas mal de dépenses militaires quand même. Hein, donc ça va nous retomber dessus en plus fine aussi ce truc-là. Donc on verra. Et là, l'investissement, il est quand même moyen, quoi. Enfin, il faut que ça serve. Donc c'est pas terrible. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut dépenser.
Il faut qu'on ait un projet européen sur des choses positives, qui soient des choses que les gens voient dans leur vie. Ça peut être l'écologie, ça peut être la formation, ça peut être les infrastructures. Il y a besoin en Allemagne qu'on fasse un vrai plan européen qui aide un peu tout le monde. On voit des pays si vous êtes allé en vacances en Espagne il y a 30 ans ou 20 ans, peut-être vous êtes peut-être un peu jeune pour aller à 30 ans, mais où il y a 25 ans, ça a quand même beaucoup changé. C'est grâce quand même pas mal à l'Europe. Il faut qu'on reparte sur quelque chose de positif comme ça, et tant qu'on ne fera pas ça, on va faire un paquet de réunions en disant les Américains, Julie me disait en aparté tout à l'heure, voilà, le CAC il a fait 100, pendant ce temps-là le S&P a fait 400 sur combien, 10 ans? Sur 10 ans, voilà, sur 10 ans, voilà, x4, donc voilà, c'est... si on va en faire encore un paquet de Intégral Bourse, ça veut dire que l'Europe c'est triste, ça quoi. Bon, non, faut pas faire sur ce possible ou pas sur l'Europe. Parce que non, mais pour l'investisseur, j'imagine, c'est des points. Enfin, on parle pas de jouer jouer du court terme sur le marché européen, pourquoi pas, moins cher que les autres, mais si on veut des investissements et surtout des mains fortes et longues là, qui s'investissent durablement chez nous, il faut qu'il y ait un sursaut là, Axel. Ok, un sursaut, effectivement, il faut organiser une politique européenne budgétaire qui... Mais on en prend le chemin, même s'il faut passer par une phase de crise, de chaos. C'est comme ça que la lumière au bout du tunnel, on la voit. Peut-être que Merkel a l'occasion de le faire, puisqu'elle est désormais un peu en dehors du jeu. On sait que c'est son dernier mandat. Elle peut terminer sur quelque chose qui mette un coup de boost au projet européen. Je pense qu'elle a une occasion extraordinaire de le faire. Macron a voulu prendre ce lead-là et finalement, peut-être que ça ne prend pas. On est rattrapé par peut-être des politiques intérieures et la grogne ici. Je pense que Merkel a l'occasion de le faire. Effectivement, c'est implicite dans ce que vous disiez. On a baissé les taux de façon extraordinaire. Les Allemands n'en ont rien fait. Ils ont un excédent budgétaire permanent d'un point de PIB. Effectivement, ils pourraient faire deux points de déficit et aider tout le monde ou au moins autoriser une entité européenne à le faire. Si c'est ça qui est sur la table, c'est non tout de suite et ce sera non jamais, Axel. Je ne sais pas. Après les élections, ça va peut-être les bouger un peu. Je pense qu'effectivement, les élections européennes peuvent être un catalyseur de ça. Pris dans ce sens-là, j'ai toujours du mal à croire qu'on fera payer les Allemands, quoi. L'Allemagne paiera. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a que ça sur la table. Mais non, mais il faut bien. Je veux dire, ils respectent pas les traités non plus, donc à un moment donné, il faut qu'ils les respectent comme les autres, quoi. Julie, vous êtes contente d'être gérante américaine quand vous entendez tout ça? Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Alors, je ne vous demande pas votre avis sur l'Europe, vous en avez un forcément, mais restons sur les domaines d'expertise qui vous concernent. Julie Jourdan qui est avec nous ce soir, gérante action américaine chez Mansartis, Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion, et Axel Bott, stratégiste d'Ostrom Asset Management. Les marchés en Europe qui ont un petit peu glissé hier, on reste quand même dans quelque chose d'assez végétatif désormais, dans le sillage des élections de mi-mandat aux États-Unis. La Fed ce soir, évidemment, c'est le prochain rendez-vous pour les investisseurs. Et nous, on se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.